Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce mercredi 15 mars 2017. Une session qui devait être consacrée au contrôle parlementaire, mais elle sera aussi budgétaire vu que la RDC fonctionne avec des crédits provisoires. Dans les deux chambres du Parlement, les sessions se sont ouvertes avec des hommages à Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Et puis face à l'insécurité vécue dans le centre de la RDC, la Commission épiscopale Justice et Paix s'inquiète pour le processus électoral en RDC. Dans son rapport publié ce 14 mars devant le président de la CENI, la CEJP souligne que cette situation risque déjà de retarder l'opération d'enrôlement d'électeurs en cours, alors que les élections doivent se tenir en fin 2017 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Et en dehors de nos frontières, xénophobie en Afrique du Sud, l'Union africaine s'est penchée sur la question ce mercredi par son Conseil de paix et de sécurité. Vu que Pretoria ne condamne pas les auteurs de ces actes xénophobes et ni le caractère xénophobe de ces actes vis-à-vis des étrangers, les chancelleries de différents pays estiment que l'Afrique du Sud ne fait pas assez pour enrayer le problème. Ouverture ce mercredi 15 mars de la session parlementaire du mois de mars 2017 dans les deux chambres du Parlement par leur président. Une seule matière à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 2017, conformément à l'article 115 de la Constitution. Dès l'entame de son discours, Léon Kengo Adondo, président de la Chambre haute du Parlement, a invité ses collègues et autres personnalités à garder une minute de silence en mémoire d'Etienne Tshisekedi et du sénateur Joseph Kongolo Kabila, décédé pendant les vacances parlementaires. Il a ensuite invité les acteurs politiques à travailler rapidement pour finaliser les discussions sur les arrangements particuliers qui permettent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre avant de saluer la signature de ce compromis politique et les bons offices des évêques catholiques qui ont contribué à l'apaisement des esprits dans le pays. Le président du Sénat a par ailleurs insisté sur la nécessité de respecter les échéances électorales comme planifiées dans l'accord du 31 décembre car elles sont le seul gage qui peuvent faire régner un climat de paix au pays et entre les peuples. Léon Kengo Adondo a ainsi appelé la population à la patience face à la situation politique et socio-économique que traverse le pays et a promis que sa chambre aidera le gouvernement à diversifier l'économie grâce aux lois réformatrices et leur matérialisation. Pour sa part, Obaminakou, président de l'Assemblée nationale, a emboîté les pas à son aîné de la Chambre haute du Parlement en saluant la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Après avoir remercié les élus du peuple et revu la situation politico-socio-économique de l'heure, le premier de députés a fait savoir que cette session est vouée aux enjeux électoraux à venir. D'où l'examen des lois de finances 2017 qui devront aider à l'organisation des élections car à l'heure actuelle, le pays ne vit qu'avec les crédits provisoires. La promotion et la protection des droits de l'homme, le vote de loi permettant l'augmentation de la croissance économique cette année sont autres matières qui feront l'objet d'examen au cours de cette session, a indiqué Obaminakou Njalandjoko, président de l'Assemblée nationale. Avec l'intention non pas d'aller créer d'autres problèmes, mais de trouver des solutions. Donc l'appel du président du Sénat, j'espère, sera capté aussi bien par les amis de la majorité qui ont l'impérium et qui ont la responsabilité politique, n'est-ce pas, de conduire ces pays vers les destinées les meilleures, mais aussi par nos amis de l'opposition qui ne doivent pas se perdre dans des distractions inutiles. Je ne comprends pas que les gens puissent se battre pour un poste privé du président de rassemblement ou de conseil des sages, et encore moins pour un président du conseil national de suivi, un poste qui ne va durer que 12 mois. Stratégique en quoi? C'est un poste de suivi et d'évaluation. Les élections sont organisées par la CENI et c'est le gouvernement qui donne le moyen. Eux, ce sont tout juste des témoins. Donc, il ne faut pas bloquer la République pour ces postes-là. Et les acteurs doivent faire preuve d'intelligence, de sagesse et d'amour patriotique. L'accord se met en œuvre. Or, jusqu'à aujourd'hui, l'accord n'est pas encore mis en œuvre. Moi, personnellement, je crains que nous ne puissions respecter les échéances. Nous sommes déjà mi-mars, il n'y a pas de gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement qui est là a envie de partir. Et le gouvernement qui doit le remplacer, on ne le voit pas non plus. Donc, personnellement, j'exprime un peu d'inquiétude. Nous vivons dans un monde d'incertitude.
Et ce n'est pas bon pour le pays. Les évêques font ce qu'ils peuvent, mais entre-temps, je crois que le problème se pose au niveau de nous autres, la classe politique. Au niveau de la classe politique, nous voyons davantage nos intérêts égoïstes que l'intérêt du peuple, même si on crie haut et fort peuple, peuple, mais en réalité, quand il s'agit de postes ministériels, tout le monde oublie le peuple. Et il ne faut pas non plus oublier ce que le président a dit. Il y a des sérieux problèmes de sécurité dans le pays. Hier encore à Kananga, même ce matin, et donc il y a toujours des problèmes. La crise actuelle, c'est de faire confiance à ce que nous puissions la surmonter et que nous puissions aller de l'avant. Partout, la crise arrive, mais c'est savoir comment la surmonter et qu'elle ne puisse pas laisser des séquelles que nous ne saurons pas réparer un jour. Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que les deux chambres législatives de chez nous viennent de tenir leur session ordinaire du mois de mars, conformément à nos lois et à notre constitution. Et cela en dépit de l'agitation politique qui secoue notre pays, en dépit des difficultés que les deux présidents ont signalées, notamment dans le domaine qui concerne la sécurité des personnes et des biens chez nous, et même les perturbations de notre monnaie. En dépit de tout ça, les deux chambres se sont réunies et les deux présidents nous ont interpellés pour que tous les peuples congolais soient conscients des moments difficiles que nous traversons et que nous puissions nous mobiliser derrière le gouvernement pour lui permettre de nous aider à relever d'une manière solidaire et collective les défis qui nous attendent. Notre pays n'est pas à sa première difficulté, il en a l'expérience, il a aussi la volonté à chaque fois de s'en sortir. Le plus important pour un peuple, ce n'est pas de ne jamais connaître une crise, mais c'est la capacité de sortir de la crise. Comme prévu, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadari Ramazani, poursuit sa visite dans les Kasaï, précisément à Kananga. Une façon de s'investir dans la pacification de 5 territoires troublés depuis la mort du grand chef coutumier Kamwina Nsapu. Déjà, ce mardi 14 mars 2017, Emmanuel Shadari a effectué une ronde au rond-point Kachama pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des activités sur terrain. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a à cette occasion rassuré la population sur la volonté du gouvernement congolais de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le chef de la territoriale a également sensibilisé le marchand à la culture de la paix avant de s'envoler pour le Sambo dans les Sankourou. Revenu à Kananga 24 heures après pour poursuivre sa mission de pacification, Emmanuel Shadari a échangé avec les notables, les sénateurs et les députés provinciaux pour concilier le point de vue relatif aux avancées déjà réalisées. Encore fini à Kananga parce que je dois rencontrer d'autres couches, notamment la territoriale, les chefs coutumiers. On a partagé avec un groupe, il y a encore un groupe important avec qui on sera demain. L'objectif de ce que nous faisons ici, de par la vision du chef de l'État, le président de la République Joseph Kabila Kabange, la paix doit régner. L'autorité de l'État doit être restaurée. Et nous le ferons avec une démarche pacifique, avec une démarche de dialogue, parce que nous devons nous parler entre nous. Mais également, les services nous viennent en appui. Emmanuel Shadari Ramazani compte assurément sur les résolutions de ces échanges pour mettre fin à la crise qui dure aujourd'hui 7 mois dans les Kasaï centrales. La disparition de 2 experts onusiens rendus clandestinement au Kasaï était au centre de la conférence de presse de ce mercredi 15 mars dans le quartier général de la MONUSCO. Charles Bambara, directeur de l'information publique de cet organe de l'ONU, a souligné que les enquêtes sont en cours afin de trouver ces 2 experts et leurs accompagnateurs congolais. Il s'agit en fait d'un groupe d'experts indépendants sur la RDC qui sont rattachés au comité du Conseil de sécurité même, et ce groupe a été créé en vertu donc de la résolution 1533 en date de 2004. Les Nations Unies et la MONUSCO font tout ce qui est en leur pouvoir pour les retrouver. Et nous travaillons dans ce sens d'ailleurs avec les autorités gouvernementales, que nous remercions de leur appui d'ailleurs. Et dès que nous aurons plus d'informations, parce qu'à ce stade, depuis
leur disparition, parce que nous insistons, ils sont portés disparus. Dès que nous aurons donc un peu plus d'informations, nous partagerons ces informations avec vous. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est ce que nous avons comme information que nous partageons à l'heure actuelle avec vous. Quant au prolongement du mandat de la MONUSCO en RDC, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies se prononcera d'ici fin mars, même si l'idée est de prolonger le mandat de la force onusienne. Le Conseil de sécurité va se réunir pour effectivement parler de ce renouvellement non du mandat de la MONUSCO. Vous savez d'ores et déjà, et je l'ai dit en introduction en introduction à cette conférence de presse, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a présenté déjà son rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il fait un peu le point de la situation politique, de la situation sécuritaire, des aménagements que lui, en tant que secrétaire général des Nations Unies, il voudrait voir au niveau de la MONUSCO. Et tout ce rapport est vraiment déjà sur les tables du Conseil de sécurité qui doit se réunir une fois de plus à la fin de ce mois. Et nous savons que le secrétaire général a aussi recommandé au Conseil de proroger le mandat de la MONUSCO pour 1 an jusqu'en mars 2018. Par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a documenté durant le mois de février 2017 461 cas de violation des droits de l'homme sur tous les territoires de la RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois de janvier 2017. Inquiétude autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Dans un rapport rendu public mardi à Kinshasa, l'Église catholique ainsi que la commission chargée d'organisation des élections en République démocratique du Congo se disent inquiètes de l'insécurité qui règne dans le centre du pays et qui risque de retarder l'opération d'inscription des électeurs. Le manque de sécurité a causé plusieurs centaines de morts dans les 4 provinces centrales de la RDC, dont le Kasaï, l'une des provinces victimes, où 4 antennes de la CENI ont été incendiées. La province du Kasaï central et de la Lomami ont enregistré plus de 400 morts suite aux violences entre les forces de l'ordre et les missions Kamina Sampou, a affirmé Corneille Nangaa, le président de la CENI. De son côté, la commission épiscopale Justice et Paix a demandé au gouvernement congolais de veiller à la sécurité de la population avant, pendant et après l'opération d'inscription des électeurs, plus précisément dans le coin où l'insécurité persiste. Les élections en RDC sont censées avoir lieu d'ici la fin de l'année selon l'accord signé le 31 décembre 2016. Cependant, cet accord reste inappliqué suite au blocage de politiciens et la mort de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi tout retard au niveau des opérations d'enrôlement aura un impact sur leur calendrier électoral, a averti Corneille Nangaa. C'est ce mercredi 15 mars 2017 que l'Union africaine doit se pencher sur le problème des xénophobes en Afrique du Sud. À cette occasion, une réunion du Conseil de paix et de sécurité s'est tenue dans la journée de ce mercredi. Pour la petite histoire, en 2008, plus de 60 personnes sont décédées lors des incidents xénophobes et à ce jour, il n'y a eu quasiment aucune condamnation. D'après l'Institut des relations entre les races, les étrangers représentent seulement 4% de la population en Afrique du Sud et travaillent souvent à leur propre compte. Lors de violences de ces dernières semaines, certaines chancelleries ont regretté que Pretoria nie le caractère xénophobe de ces attaques, préférant parler de criminalité. Le mois dernier, le Nigeria a demandé une intervention de l'Union africaine pour mettre fin aux attaques dont sont victimes les ressortissants africains et notamment les Nigérians en Afrique du Sud. Par ailleurs, certaines chancelleries estiment que Pretoria ne fait pas assez pour enrayer le problème. Le regard des étrangers vivant en Afrique du Sud et ceux qui y aspirent est donc fixé aux résolutions de cette rencontre de l'Union africaine. Le membre de la Société des ambianceurs et de personnes élégants appelés les sapeurs de la Côte d'Ivoire, de Paris, de Congo-Brazza, le léopard de la SAP de Kinshasa, accompagnés de l'honorable Zachary Bababassoué, sont venus rendre hommage à Papa Wemba, décédé à Abidjan, sur le podium de la 9e édition du très renommé FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anomabo en Côte d'Ivoire. Demande un silence. Nous allons marcher sur cette terre où Papa Wemba se repose. Ils sont venus exhiber leur pas des sapeurs sur la terre où repose l'amour de Kitendi, qui veut tout simplement dire bien s'habiller. Nous ne pouvons pas retourner à Abidjan sans visiter là où est enterré Papa Wemba, a affirmé un des sapeurs ivoiriens présents à Kinshasa. Nous sommes venus une fois encore rendre hommage à notre père, Papa Wemba Vieux, comme vous le savez, qui a tiré sa révérence chez nous en Côte d'Ivoire.
nous étions à Brazza, nous voulions rendre hommage au festival de la sapologie féminine organisé par l'imam Ahmed Yala. Nous ne pouvions pas rester à Brazza, juste à côté, là où Papa Wemba est couché, sans venir ici. Un sentiment de joie pour ces sapeurs venus de partout pour honorer la mémoire de Papa Wemba écroulé à Abidjan. Merci à tous. Ah oui. Alors. Merci. Je suis très content de venir visiter la tombe de notre papa. Il est toujours dans notre cœur. On n'oubliera jamais. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour venir l'honorer ici, au Zaïre, RDC, avec tous les doyens. Et je suis venu de Paris par rapport au créateur de la SAP et le grand imam, le roi de Coco et de Piton, Ahmed Yala. Merci beaucoup, merci à tous les sapeurs. De leur côté, les léopards de la SAP de Kinshasa remercient de leur présence tous ces sapeurs venus sur le sol congolais. Ainsi, entrés à la nécropole, des petits messages ont été prononcés par les amis du défunt Papa Wemba avant le dépôt de gerbes de fleurs. Il m'avait appelé moi plusieurs fois. Mais sache que là où tu es, tu le sais, parce que Zal Soussou, Nabisote, mais en esprit, tu es avec nous. J'avais fait l'attention 19, j'avais beaucoup pleuré. Aujourd'hui, je ne vais pas pleurer, mais je viens pour que nous soyons avec toi. Ton fils, ton petit frère, Philizone et Dalezoni de la diaspora. Les sapeurs ont aussi visité la tombe de King Kester avant de regagner le centre-ville de Kinshasa. Il importe de noter que l'orchestre Viva la Musica et l'honorable Zakari Baba Bassoué sont invités au FEMUA 10e édition à Abidjan qui se tiendra du 25 au 30 avril 2017. Là, ce rappel de titre, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple ce mercredi 15 mars 2017. Une session qui devait être consacrée au contrôle parlementaire, mais elle sera aussi budgétaire vu que la RDC fonctionne avec des crédits provisoires. Dans les deux chambres du Parlement, les sessions se sont ouvertes avec des hommages à Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Et puis face à l'insécurité vécue dans le centre de la RDC, la commission épiscopale Justice et Paix s'inquiète pour le processus électoral en RDC. Dans son rapport publié ce 14 mars devant le président de la CENI, la CEJP souligne que cette situation risque déjà de retarder l'opération d'enrôlement d'électeurs en cours, alors que les élections doivent se tenir en fin 2017 selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Et en dehors de nos frontières, xénophobie. En Afrique du Sud, l'Union africaine s'est penchée sur la question ce mercredi par son Conseil de paix et de sécurité. Vu que Pretoria ne condamne pas les auteurs de ces actes xénophobes et ni le caractère xénophobe de ces actes vis-à-vis des étrangers, les chancelleries de différents pays estiment que l'Afrique du Sud ne fait pas assez pour enrayer le problème. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire du mois de mars. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette lecture des journaux. Ouvrons cette revue de presse avec le journal La Prospérité qui écrit à sa une « RDC, la rentrée parlementaire, pour quels enjeux ?» Après quelques semaines de vacances, les députés et sénateurs congolais reprennent ce mercredi 15 mars le chemin du Palais du Peuple pour démarrer la session ordinaire du mois de mars 2017 qui va durer 3 mois. À quoi vont-ils passer l'essentiel de leur temps? S'il appartient au président de l'Assemblée nationale et du Sénat dans leur discours-programme de lister les matières inscrites au calendrier des travaux, il n'est pas interdit à un analyste d'anticiper en se référant aux priorités dictées par la situation politique du moment. Pour commencer, le pays navigue à vue sans budget depuis près de 3 mois. Le gouvernement se contente de crédits provisoires, c'est-à-dire le 10e du budget 2016. Une somme d'environ 500 millions de dollars américains. Logiquement, la question du budget 2017 devient prioritaire. On peut tout de même se demander lequel du gouvernement Sami Badibanga ou celui de l'accord de la Saint-Sylvestre est à même d'élaborer, de présenter et de défendre le budget 2017. L'accord du 31 décembre 2016 n'étant pas d'application, tout porte à croire que c'est le gouvernement Sami Badibanga qui va le faire. Une façon de mettre définitivement une croix sur le dit accord qui ne sera pas sans conséquence.
Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de travailler sans se soucier de l'effervescence politique. Outre le budget de l'État, les députés et sénateurs devraient examiner et adopter certaines lois législatives nationales et provinciales. Ironie du sort, cette loi est conditionnée au fichier électoral dont la fin des opérations d'enregistrement est prévue en juillet 2017. Outre le budget 2017, Parlement, l'accord de la Saint-Sylvestre s'invite à la session de mars, écrit Forum de Zas. Selon le confrère, les sessions du Parlement se succèdent mais ne se ressemblent pas. À quelques similitudes près, l'environnement politique de la session ordinaire de mars 2017 ressemble à celui de septembre 2016. À chacune d'elles, son dialogue et son accord politique. Si lors de la dernière session, les conclusions du dialogue de la Cité de l'Union africaine furent un enjeu déterminant, les discussions politiques directes entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016 n'en sont pas moins l'actuelle session de mars. Ouverte en décembre 2016, sous les bons offices des évêques de l'Église catholique au centre de Cézanne, ces discussions politiques ont produit un accord qui confie la primature au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Ce scénario rappelle celui de l'accord du 10 octobre qui avait confié le poste de Premier ministre à l'opposition. Voilà qui justifie le départ du gouvernement Matata en novembre 2016. En ce qui concerne le compromis politique du 31 décembre, dit accord de la Saint-Sylvestre, il faut reconnaître que le bail du gouvernement Sami Batibanga est suspendu à la signature des arrangements particuliers. Cependant, depuis que les deux parties prenantes, à savoir la majorité présidentielle et l'opposition, n'émettent plus sur la même longueur d'onde quant au protocole de présentation du ou des candidats Premier ministre nommés par le président de la République Joseph Kabila, les choses semblent à l'arrêt. Un enlissement du reste amplifié par le décès d'Etienne Tshisekedi et les dissensions au sein du rassemblement. La question est de savoir qu'adviendra-t-il si finalement la MP et l'opposition venaient à signer l'arrangement particulier. A priori, ça a donc procédé à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Un exécutif qui devra passer par l'Assemblée nationale pour investiture. Par rapport à cet aspect des choses, les deux chambres du Parlement qui ne l'ignorent pas pourraient faire en sorte que le projet de loi de finances 2017 soit examiné pendant le dernier mois de l'actuelle session, soit au plus tard vers fin avril. Peut-être que dans l'entretemps, les discussions du centre de Cézanne auront positivement évolué. Et nous avons bouclé cette revue de presse avec le site d'information congovirtuel.net qui titre Moïse Katumbi, un voleur crie au voleur. Peinant à mobiliser fortement les alliés occidentaux derrière sa cause et après avoir manipulé le front de la politique et de l'économie, Katumbi en vient au sujet sur l'environnement dans une vraie fausse affaire d'exploitation illicite du bois rouge dans le Haut-Katanga. Un dossier bien connu et pris en charge aujourd'hui au Parlement après avoir nourri aussi bien Katumbi que ses affiliés à l'époque de sa toute-puissance à la tête de la province cuprifère. Après avoir travaillé les milieux politico-affairistes occidentaux et même des gouvernements dont certains membres sont acquis à sa cause, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga descend personnellement dans l'arène médiatique pour faire pression sur ses partenaires. C'est le cas avec sa nouvelle production dans Jeune Afrique où il avance des dénonciations d'exploitation illégale du bois rouge dans les forêts du Haut-Katanga. Katumbi prétend avoir obtenu ces informations de la population qui la lui aurait rapportées. Sa faiblesse, ce n'est pas savoir ficeler son intox, Chafaku doit mener ses interlocuteurs journalistes en bateau, à moins que ceux-ci choisissent délibérément de jouer son jeu. Et le jeu de Katumbi épouse bien les points d'inquiétude des Occidentaux qui s'intéressent actuellement au débat politique mais aussi à la sécurité et son pendant de droit et liberté. Cette fois-ci, Katumbi frappe dans l'autre ventre mou de l'Occident, l'environnement. Sur un ton alarmiste, il dit craindre pour le sort du parc de Kundelungu lorsqu'il affirme que plus de 100 hectares sont coupés chaque jour sur la route Kasenga-Pueto. Moïse Katumbi ment lorsqu'il dit avoir été saisi par la population sur ces sujets.